Bonjour à tous. C'est pour notre présidente Laurence Descartes et pour toutes les équipes du Musée d'Orsay un très grand honneur et une très grande joie d'accueillir à l'occasion de notre exposition âmes sauvages et du festival que nous consacrons aux cultures baltes, Madame Vera Wieke-Freiberga, une grande figure internationale, politique, culturelle et intellectuelle. Madame, vous me permettrez de rappeler ce que beaucoup savent déjà dans cette salle. Vous avez présidé avec éclat pendant 8 ans aux destinées de votre pays, après y avoir été élu un peu par surprise en 1999, alors que vous n'étiez rentré dans votre pays natal qu'1 an auparavant et que vous n'aviez pas d'expérience politique. Vous rentriez d'un très long exil, puisque vous avez quitté enfant votre pays, comme beaucoup en 1945, après avoir connu les horreurs du second conflit mondial, l'annexion de votre pays par l'armée rouge, puis l'occupation par les nazis et à nouveau par les soviétiques à la fin de la guerre. Les chemins de l'exil vous ont fait connaître les camps de réfugiés en Allemagne, puis le Maroc, où vous apprendrez notamment notre langue, que vous parlez à la perfection. Votre famille s'installe plus tard au Canada et vous y développerez une brillante carrière universitaire et scientifique dans le domaine de la psychologie qui vous valent de nombreuses distinctions. Mais dans le même temps, vous n'oubliez pas vos racines baltes et vous vous passionnez pour les Daïnas, dont vous nous avez magnifiquement parlé hier après-midi, qui sont ces poèmes ou chansons traditionnelles si constitutives de la culture lettonne. Cette passion pour les Daïnas vous engage dans des recherches approfondies que vous poursuivez encore aujourd'hui et qui ont fait l'objet de nombreuses publications scientifiques. En 1997, vous êtes donc élue à la tête de votre pays, première femme à devenir présidente d'une république balte. Votre combat, et c'était un combat à l'époque, quelques années seulement après la chute du mur de Berlin, sera de faire entrer votre pays, ce sera chose faite en 2004, dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Vous y mettrez toute votre énergie, votre habileté, votre force de conviction, et vous aurez certainement l'occasion de nous en reparler dans un instant. Depuis la fin de votre mandat de présidente, vous êtes restée une personnalité influente et active sur la scène internationale et notamment européenne. Je ne pourrais mieux dire que ce que Simone Veil, qui fera bientôt son entrée au Panthéon et avec qui vous aviez noué des liens d'estime et d'amitié réciproques, écrivait de vous en 2009. C'est une femme dont la hauteur de vue et les qualités morales et intellectuelles sont exceptionnelles. Polyglotte, universitaire réputée, pétrie de culture européenne, ouverte et accessible, elle a eu le courage d'affronter toutes les questions posées par le douloureux passé de son pays et de l'Europe pour en faire une force tournée vers l'avenir. Merci donc, et merci encore à vous. Merci encore à vous, madame, d'avoir accepté de participer à ce festival baltique qui, nous l'espérons, aura contribué à mieux faire connaître votre pays, vos pays, les pays baltes, au public français et à tous les visiteurs venus du monde entier du musée d'Orsay. Je remercie Marielle Vituro, journaliste correspondante de RFI dans les pays baltes, d'avoir accepté de mener cet entretien avec vous et je lui cède la parole. Merci. Madame la Présidente, donc bonjour. Comme nous venons de le dire, vous avez été la présidente de la Lettonie entre 1999 et 2007 et ces 8 années ont été l'un des moments clés de l'histoire de votre pays puisque le 1er mai 2004, la Lettonie entre dans l'Union européenne. Quel souvenir vous avez de ce jour qui marque véritablement la fin de la guerre froide ? Pour moi, c'est évidemment un très beau souvenir parce que j'ai présidé en quelque sorte aux cérémonies que nous avons tenues partout dans le pays, mais au centre de Riga, au centre même de la vieille ville qui est sur la liste de l'UNESCO des sites à préserver. Il y avait une foule énorme, des ballons bleus partout. Et au moment pour les chœurs de chanter l'hymne à la joie, c'était vraiment, on a lâché tous les ballons bleus et c'était très émouvant. Mais à vrai dire, le jour d'avant, le 30 mai, quand nous avons célébré notre adhésion à l'OTAN, a été peut-être
plus émouvant encore parce qu'il y avait beaucoup de vieilles gens qui pleuraient et un vieux monsieur avec son petit-fils sur ses épaules est venu me dire merci pour vos efforts que vous avez déployés pour que nous devenions membres de l'Alliance, parce que maintenant, je n'aurai pas à craindre à chaque nuit de me demander si quelqu'un va frapper à la porte et si mon petit-fils va souffrir le même sort de déportation que moi, j'ai connu enfant. Est-ce que ces efforts ont été difficiles à faire pour pouvoir entrer dans l'Union européenne ? Pour l'Union européenne, c'était très clair. Dès 1995, la Lettonie avait déclaré son désir d'adhésion. Elle n'avait pas été acceptée comme membre candidat au premier essai, mais j'ai été élu en juillet 1999 et il y avait un sommet à Helsinki pendant la présidence finlandaise. Et il y avait certaines législations qu'il fallait changer de vitesse pour s'assurer qu'au moins comme pays accepté pour les négociations, déjà, nous répondions aux critères. Et ensuite, les années suivantes, ça a été, j'ai signé, je pense, certaines semaines, plusieurs centaines de pièces de législation que notre Parlement devait adopter. Parfois, c'était très automatique, des accords internationaux auxquels on se joignait, mais parfois, c'était des lois sur lesquelles il y avait des débats au Parlement. Vous l'avez souvent mentionné à ce moment-là, puis après, en 2004, vous n'avez pas fait votre arrivée dans l'Europe, vous avez fait votre retour dans l'Union européenne, puisque déjà pendant la première indépendance, entre 1918 et 1939, la première indépendance qui a pris fin avec la Seconde Guerre mondiale et puis l'occupation soviétique, les relations entre la Lettonie, la France et les restes du monde étaient importantes. Mais même avant 1918, avant que la Lettonie déclare son indépendance, il y avait déjà des liens entre la France et la Lettonie. On parlait déjà, par exemple, de la Révolution française en Lettonie. Ce qui est étonnant, c'est que même à la fin du XVIIIe siècle, donc très, très peu après les événements de la Révolution française, la nouvelle en a rejoint le pays. Et des gens qui étaient à l'époque encore serfs sous le régime tsariste de l'époque avaient, par l'intermédiaire de journaux allemands, qui avaient rapporté qu'il y avait eu une révolution en France, qu'on avait chassé un roi que le peuple français avait trouvé indigne de régner à cause de son injustice et de son incompétence. Et il y a eu ce que des historiens appellent parfois, d'une façon un peu méprisante, des jacqueries paysannes, mais c'était de véritables soulèvements qui demandaient des droits aux paysans, et notamment une en 1802 où l'un des chefs d'accusation contre les meneurs de ce soulèvement était qu'ils avaient en quelque sorte répandu les idées de la Révolution française sous un régime évidemment qui était encore monarchiste et autoritaire. L'histoire marque vraiment, chaque letton porte dans l'histoire de sa famille les vicissitudes du XXe siècle, que ce soit la déportation ordonnée par le pouvoir soviétique qui a touché 1 letton sur 10, ou bien l'exil forcé. Les lettons, en fait, connaissent parfaitement la chronologie du XXe siècle et elle continue en quelque sorte d'être toujours d'actualité. On le voit actuellement avec le débat sur les archives du KGB en Lettonie. Vous, Madame Freiberga, vous symbolisez en quelque sorte l'histoire de votre pays. En 1944, juste avant le retour des troupes soviétiques, vous n'avez que 7 ans et vous prenez avec votre famille la route de l'exil. Où est-ce que cette route vous a mené ? Quand j'étais toute petite, mes parents avaient apporté curieusement, avec ce qu'ils pouvaient porter dans la main en quittant Riga 3 jours avant qu'elle soit prise par l'armée rouge, un atlas géographique. Alors j'ai suivi avec le doigt les villes successives où nous avons été. Mais le plus triste là-dedans, c'est qu'au bout de 3 semaines, déjà, notre famille a perdu un membre. Ma petite sœur, qui n'avait que 10 mois comme bébé, a péri dans un camp assez terrible que les forces allemandes, à la toute fin de la guerre,
confondaient un peu leurs prisonniers de guerre avec les réfugiés en transit, les gens envoyés en labeur forcé, etc. Les conditions étaient passablement horribles là-bas. Les enfants de moins de 5 ans, un docteur m'a dit, qui avait survécu ce camp, m'a dit que j'avais de la chance parce que donc, je venais d'avoir 7 ans et j'ai été très malade, mais j'ai survécu. Et après, vous partez pour le Maroc, vous restez un certain temps en Allemagne, vous partez pour le Maroc et puis après pour le Canada. Mais nous nous sommes dirigés à partir de la Pologne au Mecklembourg, plusieurs villes de Mecklembourg, donc le nord-est de l'Allemagne. Par hasard, c'est les Britanniques qui ont occupé cette ville, mais parce que mon père, enfin le second mari de ma mère, parce que mon père biologique avait péri, a été lié d'amitié avec les jeunes soldats britanniques qui avaient occupé la ville, qui lui ont dit un jour, ah bien là, on fait nos bagages. Il dit, mais comment donc? Il dit, mais voilà, on quitte cette province de Mecklembourg pour nous retirer et laisser ce territoire aux Soviétiques. Alors mes parents ont été pris d'une panique extrême et ils ont couru, alors d'abord les hôpitaux et partout dans la ville où ils connaissaient qu'il y avait des laitons pour les ramasser tous. Ensuite, l'aide de certains soldats britanniques de trouver un vieux camion, de trouver de l'essence, ce n'était pas facile. Et nous sommes repartis vers l'ouest. Nous sommes arrivés à un petit village près de Lübeck, où il se trouvait que la ligne de démarcaison entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, on ne pouvait pas faire plus juste si c'était pour échapper aux Soviétiques. Puis après, ensuite, le Maroc, c'est là où vous avez appris le français pendant 6 ans à peu près, puis le Canada. Eh bien, voyez-vous, ces camps de réfugiés, Displaced Persons Camps en anglais, c'est les Nations Unies en principe qui les avaient en charge, mais qui avaient décidé qu'il fallait les fermer à partir de 1949 jusqu'à peu près 1951. Et curieusement, l'Europe, qui nous reprochait de ne pas être assez solidaire envers les réfugiés venus de partout ailleurs, l'Europe à l'époque, pour nous, réfugiés de l'Est de l'Europe, nous a déclaré qu'il n'y avait pas de place pour nous en Europe. Il fallait partir, donc on avait le choix entre le Brésil, entre l'Australie. Je pense que le Venezuela était sur la liste. Et quand un groupe est venu demander des gens pour contribuer à la construction d'un barrage au Maroc, mes parents ont regardé ce fameux atlas et ils se sont dit, ma mère disait surtout, le Maroc, c'est encore le plus proche de l'Europe. Et le jour que la Lettonie sera libre, ce sera plus facile pour nous de rentrer à la maison. Mais votre chemin de retour a pris encore beaucoup d'années. Comment est-ce que vous avez appris le français? Vous êtes arrivé, vous parliez certainement l'allemand que vous aviez appris pendant votre séjour en Allemagne dans les différents camps déplacés. Comment s'est fait l'apprentissage du français? J'ai eu beaucoup de chance parce que avec l'aide d'une amie, nous avons eu beaucoup d'événements dans ma vie où des gens qu'on venait à peine de connaître, ou des gens que littéralement m'approchaient dans la rue, nous aidaient au moment absolument crucial et voulu. Or, il y avait une dame qui était amie de ma mère, qui était des anciens aristocrates, qui avaient échappé à Saint-Pétersbourg pour aller à Shanghai, pour échapper aux communistes. Quand Shanghai est tombé aux forces communistes en Chine, je ne sais pas trop comment ils ont fait pour traverser toute l'Eurasie et se retrouver au Maroc, qui est tout à fait... on ne peut pas aller plus loin que le Maroc sur le continent africain. Et elle avait une gouvernante française et allemande dans sa jeunesse. Et elle nous a accompagnés pour demander à la maîtresse une école, tout le primaire dans une seule petite salle, peut-être 30 enfants au maximum, peut-être 25 dans cette école, pour me permettre d'assister. La maîtresse demande, est-ce qu'elle parle français? Non.
Alors, il dit non, alors, surtout pas, je suis déjà débordé, je ne peux pas accepter dans mon école une enfant sourde-muette. Alors, un point, c'est tout. Et la dame russe, en désespoir de cause, a dit, mais si je lui donnais des leçons. Et moi, j'ai promis, si seulement elle m'acceptait que je reste en classe, assise tranquillement, à rien dire, que je regarde ce qui se passe. Et voilà, ça c'était au mois de mai, avril. À l'automne prochain, j'ai pu rejoindre donc le cours supérieur du primaire et je me suis assez bien débrouillé. Et très vite, vous avez appris le français. Quand vous êtes présidente, on peut dire en quelque sorte qu'à un moment, en 2005, l'histoire vous rattrape. En 2005, c'est le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre pour les Russes, le 9 mai 1945. Et à cette occasion, vous recevez une invitation de la part de Vladimir Poutine avec vos homologues lituaniens et estoniens reçoivent la même invitation pour se rendre à Moscou le 9 mai pour la parade sur la place Rouge. À l'inverse de vos homologues estoniens et lituaniens, vous acceptez cette invitation. Pourquoi? Quel message vous avez fait passer? Qu'est-ce qui s'est passé ce 9 mai 1945 à Moscou? Rappelons les circonstances historiques. L'armistice a été signé avec les trois alliés occidentaux le 8 mai, qui est considéré comme la fin de la guerre en Europe. Évidemment, le Japon a capitulé après les 2 bombes atomiques. Donc c'est seulement à l'automne que la Seconde Guerre officiellement a pris fin. Mais Staline avait demandé exprès de faire une date spéciale pour les forces soviétiques pour que eux ils signent l'armistice avec les Allemands, qu'ils acceptent leur rendition le 9. Parce qu'ils voulaient célébrer ça à part des autres. Et c'est pas juste nous, les pays baltes, qui ont reçu l'invitation, c'est toute l'Europe, c'est le Japon, c'est bien d'autres pays encore. Et on avait l'impression que la fête était pour célébrer la chute du nazisme, la chute donc de l'Allemagne en tant que pouvoir militaire, mais que tout le monde, y compris les membres de l'Union européenne, avait l'air de dire, ben voilà, tralala, on célèbre la fin de la guerre, nous, on a été libérés, les beaux jours commencent, la démocratie s'installe, tout va très bien, Madame la Marquise. Ce que j'ai voulu rappeler, que ça n'allait pas si bien que cela pour les gens au-delà du rideau de fer, et particulièrement pour mon pays et nos 2 voisins d'ailleurs, c'était bel et bien une occupation militaire étrangère et un pouvoir autoritaire et totalitaire imposé de l'extérieur. Et c'est ça le message que j'ai envoyé à tous les chefs d'État concernés. Je pense 19 d'entre eux m'ont répondu. Nous avons publié d'ailleurs leur réponse et ma formulation dans un volume historique où le Premier ministre du Japon, le Premier ministre de la Suède, pays donc neutre pendant la guerre, etc., ont bel et bien reconnu que pour la Lettonie, certainement, entre autres, ce jour-là, on pouvait dire... On dit ouf parce que le nazisme est tombé, mais pardon, le règne du communisme oppressif et totalitaire et sanguinaire, par ailleurs, ne venait que commencer. Et il n'y avait pas de quoi se réjouir. J'ai d'ailleurs dit ça lors du lunch que M. Poutine a donné au Kremlin après. Des généraux russes qui étaient encore vivants de la période de la guerre sont venus m'embrasser sur les 2 joues, 3 fois, comme on fait, et pour me remercier d'être venu à Moscou et d'avoir déposé des fleurs à la tombe du soldat inconnu. Je dis, bien oui, et de respecter les pertes en termes d'hommes et de vie humaine que la Russie a souffert. Et je leur dis, c'est justement pour cela que je suis venu. Je respecte un soldat qui respecte les ordres de ses dirigeants politiques, qui n'a pas de choix à faire finalement.
tant qu'il n'est pas violeur, évidemment, ça c'est une autre histoire. Mais enfin, si c'est un soldat honnête, je le respecte et c'est pour ça que je suis là. Je dis, j'ai un seul reproche à vous faire, si seulement vous étiez reparti chez vous après le 9 mai. Vous avez fait passer le message aux dirigeants étrangers, mais vous avez fait passer le message aussi au grand public, parce que vous avez fait une interview pour la BBC qui est passée très très régulièrement, avec en fond le Kremlin en fond. C'était très beau comme fond, il faut dire. Et c'est passé à toutes les heures. Toutes les heures, ça fait le tour du globe. Alors, on ne fait pas mieux comme faire passer un message sur la signification double qu'avait la fin de la Seconde Guerre. C'est sûr que pour la Norvège, pour la France, pour la Belgique, les Pays-Bas, etc., c'était la libération, même pour les Allemands, finalement, pour le peuple qui n'était pas fanatiquement nazi, c'était aussi une libération, mais pas pour ceux qui sont demeurés au-delà du rideau de fer, qui l'ont fait commencer, pour beaucoup d'entre eux, ces 46 années, plus ou moins, de souffrance. Dans notre cas, de déportation de masse, de répression très sévère, une russification intense du pays, etc., etc. Nous sommes aujourd'hui au Musée d'Orsay, dans l'auditorium du Musée d'Orsay. Vous êtes aussi, Madame la Présidente, une femme de culture. Et c'est cette culture, justement, qui a permis aux Lettons de faire émerger une conscience nationale, un sentiment national. Un tableau de cette exposition était dans votre bureau lorsque vous étiez présidente. Lequel ? Alors apparemment, je me suis trompée parce que c'est pas exactement ce tableau-là, mais le peintre est Purwitz et il est représenté par deux toiles, l'une une scène d'hiver avec la neige et des bouleaux, et l'autre son thème le plus célèbre qui est le dégel du printemps. Et un très grand et très beau tableau, superbe en fait, qui est pour moi la clé en quelque sorte le clou de l'exposition. Ce que j'avais au château de Riga, dans le cabinet du président, c'était une scène similaire avec les eaux du dégel, la glace et les bouleaux. Les bouleaux, évidemment, étant un symbole de notre pays comme de bien d'autres dans ces régions de l'Europe du Nord. Mais je trouvais que le dégel, c'était symboliquement aussi très pertinent pour un pays qui avait été en quelque sorte mis sur la glace dans son développement et qui finalement, après 91, a vu un dégel politique, culturel, une liberté comme le printemps qui revient. La culture a pris une place extraordinaire dans votre vie, même dans les camps de déplacés, alors que tous les moyens manquaient. Les Lettons s'organisaient pour chanter, pour danser, pour organiser des festivals. C'est étonnant. Je ne sais pas si dans les langues, comme par exemple le français, il y a des documentations qui montrent à quel point ces camps de réfugiés sont devenus des centres de culture et d'éducation. C'est-à-dire que les trois pays baltes ensemble, sur l'initiative surtout de professeurs lettons, ont organisé une université contre en fait, les réticences des forces d'occupation britanniques. On a organisé des écoles primaires et secondaires sous des conditions absolument inadéquates et primitives, mais il y avait de l'enseignement. Et dès les premiers mois, le papier étant disponible seulement avec permission des forces d'occupation et naturellement disponible de façon très difficile, tout était en quelque sorte en déficit après la guerre, eh bien, les Lettons ont commencé à publier et republier surtout des livres, mais aussi d'œuvres nouvelles d'auteurs qui étaient dans les camps et qui écrivaient, continuaient d'écrire. Les chœurs étaient organisés, les enfants apprenaient les chansons folkloriques à l'école un peu primitive, mais
Je suis très reconnaissante à ces gens qui n'étaient pas nécessairement professeurs ou maîtres d'école de carrière, qui ont accepté d'enseigner à ces enfants-là, qui, à l'encontre des pauvres enfants, par exemple en Palestine, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se soucie de leur éducation, de leur futur. Mais ce n'est pas les forces d'occupation, ce n'est pas les Nations Unies ou l'IRO, l'Organisation pour les réfugiés, qui s'est chargé de notre intégration, et la culture encore moins, c'est les réfugiés eux-mêmes, de leur initiative, et certainement les Lettons le faisaient, qui en étaient responsables. Et cette situation, entre guillemets, continue quand vous arrivez au Canada, quand vous vivez au Canada, c'est là aussi que les réfugiés lettons chantent ensemble, vous découvrez les Daina et vous commencez à vous y intéresser. Comment s'est fait cette découverte ? Pour moi, comme enfant, c'était des chansons comme d'autres, hein, parce que le nom en letton, finalement, c'est simplement chanson. Et c'est Christian Barons qui a été le grand classificateur et publicateur des Daina, un quart de million de textes qu'il a publiés il a terminé sa série en 1915. C'est là, parmi les réfugiés qui, là encore, se réunissaient pour garder non seulement un sentiment d'appartenance, d'identité et de communauté lettonne ensemble, mais pour nous, comme réfugiés et enfants de réfugiés, c'était comme une mission sacrée de garder dans notre cœur la flamme de l'idée d'une Lettonie indépendante. Et pour ce faire, eh bien, il fallait bien garder d'abord l'identité lettonne, préserver et entretenir la culture lettonne. Et donc, moi, dès mon âge adulte, j'ai commencé à œuvrer dans des mouvements de jeunesse donc de jeunes Canadiens, dans mon cas, d'origine lettonne, club d'étudiants à l'université de Toronto, là où j'ai rencontré mon mari. Nous avons organisé des festivals pour la jeunesse. Nous avons organisé des camps d'été d'immersion du letton, de culture et langue lettonne. On planquait des jeunes au milieu d'une forêt pour qu'ils ne se sauvent pas et qu'on les tienne bien sous notre contrôle. Et c'était formidable comme atmosphère. On recréait, par exemple, les anciens rites comme ils sont connus d'après les traditions populaires. Et on m'a demandé, moi, comme jeune professeur déjà, donc de commencer à donner des cours de folklore. Et quand je dis à mes camarades qui étaient organisateurs que finalement j'ai fait des études en psychologie expérimentale, ça ne me place nullement dans une position d'autorité pour parler de folklore. Ils ont dit, ma fille, tu leur diras n'importe quoi. L'important, c'est que tu sois jeune, que tu sois pleine d'enthousiasme, que tu saches juste un petit peu plus qu'eux. Et puis pour le reste, tu l'apprendras. Et c'est ça que j'ai fait. Et comment vous avez ensuite travaillé pour les collecter en étant si loin? Comment s'est fait votre travail ensuite sur ces Daina? J'ai dû poursuivre mes travaux d'ailleurs de recherche expérimentale, de diriger des thèses de maîtrise et de doctorat d'étudiants en psychologie. Je viens d'ailleurs de retrouver, à ma grande surprise, une citation dans un livre qui vient d'être publié sur les influences subliminales de la propagande ou de la réclame. Nous avons publié avec un étudiant en 1971 un travail expérimental là-dessus et qui était cité encore. Donc c'était tout à fait autre chose, mais j'ai commencé à m'intéresser donc de façon plus sérieuse et avec ma formation de scientifique quand même bien entraîné, parce qu'on nous entraînait comme des petits caniches de cirque. Hein. C'est quand on fait son doctorat en psychologie expérimentale, il faut être plus expérimental que les sciences fondamentales et plus catholique que le pape. Et donc, j'ai commencé vraiment avec sérieux de regarder les Daina. Et quand mon époux, Imants Freiberg, qui est informaticien,
musicien. Et quand il a vu mes peines et difficultés que j'avais à ramasser du matériel, il dit c'est ridicule, ce matériel, il y en a tant, il devrait être digitalisé. Or, à l'époque, tout le monde se moquait de lui et de cette idée, quand moi aussi j'étais pour la propager parmi les réfugiés lettons. Un vieux monsieur m'a dit, il a quasiment fondu en larmes, il a dit, c'est affreux, vous allez mettre notre âme et la poésie de notre peuple dans une machine qui va la manger. C'est un sacrilège, on ne peut pas faire cela. Et d'autres disaient, c'est ridicule, les computers, c'est fait pour compute, c'est pour calculer. C'est des calculatrices, disons, au degré N, mais elles calculent. Elles ne sont pas faites pour traiter le texte, surtout pas un texte avec des diacritiques comme le letton. Imants a été têtu, et voilà, on a commencé. Et ça, c'était une longue saga. Mais en ce moment, n'importe qui est intéressé peut voir qu'il y a maintenant 1 million de variantes disponibles, digitalisées, comme partie du trésor culturel de l'héritage letton. Et cela devient accessible plus uniquement pour les lettons, mais pour tout le monde. Oui, si quelqu'un peut faire, par exemple, avec l'aide de quelqu'un qui parle letton, des études statistiques et toutes sortes de recherches, je le recommande vivement comme sujet de travail. Est-ce que vous pouvez nous en déclamer quelques-uns de ces daïnas qui vous tiennent le plus à cœur? La chose intéressante, c'est que les daïnas continuent d'être chantés non seulement par les groupes folkloriques, mais les compositeurs modernes vont souvent prendre des textes de daïna ou même des mélodies qui ont été chantées par certains groupes, comme un compositeur très connu et très aimé comme auteur de chants populaires. Et des temps soviétiques, il était connu en Union soviétique pour ses chansons, au Japon et partout. Et je ne sais pas si, Imants, tu peux mettre sur ton téléphone un exemple d'une chanson adoptée et qui a été produite au Festival de la chanson, tel que nous avons un autre festival avec 13 ou 14 000 chanteurs sur scène. Mais ici, c'est un solo et c'est des paroles authentiques folkloriques et aussi la mélodie adoptée par un compositeur moderne. Merci beaucoup.
La chanteuse est Hans Krause, le compositeur Raimund Pauls, et la chanson est originaire de Alsung, qui est sur la côte ouest de la Courlande, donc la partie ouest de la Lettonie. Bel exemple de symbiose entre le passé et le présent, ce qui me permet de revenir aussi. Donc, vous avez un engagement politique toujours fort, Madame la Présidente. Comment est-ce que votre pays s'inscrit aujourd'hui dans la marche du monde? Comment vous voyez les relations de la Lettonie à l'Union européenne et de l'Union européenne à la Lettonie aussi? Nous avons eu certaines réticences au moment du processus d'accession et des négociations qui, par exemple, nous ont laissé, hélas, avec, par exemple, les subsides agricoles quasiment les plus bas de toute l'Union. Et à vrai dire, nous attendons pour la préparation du prochain budget que ces injustices seront quand même aplani passablement, parce que ça fait longtemps que nous sommes membres et que le temps serait venu pour avoir un peu plus de solidarité et d'égalité et de justice à cet égard-là. Mais par ailleurs, nous faisons face, je pense, comme toute l'Europe, au phénomène de la mondialisation. Et la mondialisation et la robotisation sont des phénomènes, et les changements aussi dans l'informatique, l'influence des médias sociaux, les mouvements populistes que l'on retrouve en Europe nous inquiètent, même si la Lettonie, curieusement, je pense comparé à bien d'autres, est curieusement libre d'un véritable populisme extrême. Je pense qu'après les décennies de totalitarisme que nous avons souffert, les gens ne sont pas tellement ouverts à des positions extrêmes. Une dernière question peut-être avant de laisser la parole au public et puis avant d'aller chanter tous ensemble dans la nef. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, les Baltes craignent beaucoup pour leur sécurité. Est-ce que vous partagez ces craintes et comment ces craintes redessinent-elles les rapports de force au sein de l'Europe? Je ne pense pas que nous soyons plus craintif que quelqu'un d'autre. Nous avons constaté que dès le sommet de Budapest, c'était en Bulgarie, le sommet de l'OTAN, où on a refusé ce qu'on appelle en anglais le Membership Action Plan à l'Ukraine et à la Géorgie, eh bien, figurez-vous, quelques mois plus tard, le 8 août 2008, la Géorgie s'est vue envahir et 2 territoires quasiment annectés, plus ou moins, par des forces supposément sympathiques à la Russie, mais pour toute fin pratique, les gens ont reçu des passeports russes en masse. En 2014, tout juste après les Jeux olympiques de Sochi, invasion et annexion de la Crimée. Ce n'est pas seulement les pays baltes qui sont en cause, je pense ces enfreintes aux traités internationaux. Dans ce cas concret, pour l'Ukraine, une enfreinte au mémorandum que la Russie a signé en 1994, le mémorandum de Budapest, où la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie se portaient garants de la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine en récompense du fait qu'ils se débarrassent de leurs armes nucléaires et qu'elles les donnent à la Fédération russe. Eh bien, ils ont été bien récompensés pour leur peine, ce qui, je pense, fait un très mauvais exemple, par exemple, pour l'Iran ou pour la Corée du Nord, pour dire, écoutez, vous renoncez à vos ambitions nucléaires et puis vous portez un risque de devenir victime d'invasion étrangère. Dans le cas de l'Europe, il faut comprendre qu'il n'y a pas que les invasions militaires qui comptent. La guerre hybride est devenue vraiment une arme très réelle et très efficace. La façon dont la Russie fédérale poursuit
le genre d'intervention qu'il faisait du temps soviétique, c'était tous ces réseaux d'espionnage et d'incitation au désaccord et au déséquilibre. Je pense que les syndicats en France ou les laissés pour compte aux États-Unis, ceux qui ont voté pour des groupes extrémistes partout en Europe, sont en fait encouragés finalement. La décision, naturellement, ça ne les empêche pas de prendre la responsabilité de leurs décisions, mais le danger est là, et donc je pense une vigilance et une capacité de dissuasion de quiconque qui voudrait envahir l'Europe d'une façon ou d'une autre, je pense, est de rigueur. Dans notre cas, c'est donc le côté militaire qu'il faut souligner, l'importance de l'article 5 de l'OTAN, la présence de troupes de l'OTAN qui sont un signal pour dire si jamais quelqu'un prenait l'idée d'envahir ces pays-là, ce serait l'OTAN qui serait attaquée. Ce n'est pas juste Lettonie, Estonie ou Lituanie qui seraient attaquées, c'est des territoires de l'OTAN. C'est l'OTAN qui serait attaquée et c'est tous les membres de l'Alliance qui seront prêts à répondre à une telle provocation. Madame la Présidente, merci beaucoup. Paldies. Madame la Présidente, pourriez-vous nous traduire la chanson qui a été chantée tout à l'heure? C'est une chanson qui appartient à tout un groupe de chansons reliées que j'ai eu occasion d'analyser d'un point de vue plus ou moins scientifique. Et c'est une chanson qui dit d'un rythme dactylique qui est propre surtout à l'ouest de la Lettonie, donc la Courlande. La plupart des chansons sont trochaïques, mais celle-ci est dactylique, ça veut dire 1, 2, 3, 1, 2, 3 comme rythme de gabarit métrique. Et le texte dit quel froid immense, la mer est gelée jusqu'au fond. Voilà le moment venu de partir en voyage au pays de l'ambre, d'aller chercher femme. Alors mon frère a ramené une mariée, je ne sais pas le mot, bride, comment on dirait en français? Une fiancée du pays de l'ambre. Elle a une dot absolument reluisante d'ambre et elle a distribué les cadeaux. Elle a distribué les cadeaux de mariage à toute sa famille, selon différentes variantes. Alors c'est une très très belle chanson, très positive. Et le pays de l'ambre, c'est sûr que tous les pays de la côte est de la mer Baltique jusqu'au nord de la Lettonie, on retrouve de l'ambre qu'après les tempêtes que l'on retrouve au bord de la mer. Et naturellement, plus au nord, l'ancienne Prusse orientale aussi germanique, qui est maintenant Kaliningrad, enclave russe, a même des mines d'ambre. C'est possible que la chanson, comme la Courlande est au sud-ouest de la Lettonie, que dans l'ancien temps, on allait effectivement chercher femmes dans d'autres régions où les tribus baltes à l'époque existaient et vivaient encore jusqu'au XVIe siècle. Les anciens Prussiens de cette région ont été soit tués, soit assimilés. Les dernières traces en demeurent au XVIe siècle. Madame la Présidente, bonjour et merci beaucoup pour ce grand entretien. Vous êtes une fervente européenne et j'espère dans la salle que nous sommes tous de fervents Européens. Nous voyons de plus en plus dans cette Europe une défiance, surtout des nouvelles générations, envers cette Union européenne. Est-ce que vous vivez la même chose en Lettonie? Et comment voyez-vous cette nouvelle génération? Comment pensez-vous que nous pouvons convaincre nos compatriotes en Europe de s'accrocher et d'améliorer cette Europe, de ne pas lâcher prise et de ne pas laisser tomber face au populisme qui monte?
J'avoue que pour moi, qui revenais de loin quand je suis rentrée en Europe, il me semblait que les idéaux de Monnet et Schuman étaient tellement évidents que ça me surprendrait qu'on les rejette. Et finalement, si vraiment on interrogeait les gens sur ce qui les ennuie dans l'Europe et pourquoi ils sont contre, on trouverait souvent, je l'ai constaté moi-même à des conversations, des raisons un peu imaginaires, c'est-à-dire quelqu'un a une idée, une espèce de bête noire envers quelque chose qui l'agace, l'excès de régulation, peut-être n'importe quoi qui leur déplaît, on va le mettre au compte de Bruxelles, au compte de la Commission, etc. En Lettonie, nous avons eu un référendum avant de rejoindre l'Union européenne et l'appui a été de 2/3 de la population ont appuyé. Aujourd'hui, je pourrais dire que nous avons des jeunes qui sont trop en faveur de l'Europe. Je m'explique. Ils sont tellement en faveur de l'Europe qu'ils se déplacent dans l'Europe pour aller vivre là-bas et ils quittent la Lettonie. Alors, dans ce cas-là, j'aimerais qu'ils aiment un peu moins leur Europe et qu'ils reviennent chez nous. Et c'est les gens qui restent arrière. Naturellement, démographiquement, ce n'est pas très encourageant. Et je suis très contente, je milite encore au sein de différents groupes sociaux, organismes non gouvernementaux, tant parmi les gens qui ont créé des petites entreprises, parmi les jeunes des universités, les jeunes à conscience sociale. J'ai beaucoup d'espoir pour les jeunes, en fait, qui sont non seulement en faveur de l'évolution de leur pays, mais de l'évolution de leur pays au sein d'une communauté de nations qui peuvent accepter leurs différences et se sentir enrichis par là, de sorte que si mon avion atterrit à Orly, qui est, soit dit entre passants, n'est pas le plus hospitalier des aéroports au monde, mais quand l'avion descend à Paris, je ne me sens pas tellement à l'étranger. Je me dis, bon, je rentre Évidemment, la culture française a joué un rôle dans ma vie personnelle et aussi professionnelle au Québec. Mais je ne me sens pas tellement à l'étranger, mais je suis contente de retourner dans mon pays de naissance parce que parfois c'est le mien. Une dernière question. Bonjour Madame la Présidente. Vous êtes une des rares femmes à avoir réussi à accéder aux plus hautes fonctions politiques en Europe. À cet égard, 2 questions. Êtes-vous optimiste quant à la place, à l'avenir des femmes en politique, en Europe en particulier? Et quel regard portez-vous sur le mouvement MeToo qui a émergé suite à l'affaire Weinstein? Merci. Alors, pour commencer avec M. Weinstein, eh bien, juste à regarder sa photo, je comprends qu'on se plaigne de ses avances. Hein. Vraiment, c'est pas un cadeau. Hein. Mais pour le reste, c'est-à-dire la place des femmes en politique, on est rendu au point où vraiment, je pense, les barrières sérieuses que l'on retrouve encore dans la direction des grandes entreprises. En Lettonie, moins, mais des groupes de femmes avec lesquels j'étais en contact aux Pays-Bas, en Allemagne, trouvent qu'il y a un plafond de verre très sérieux et que des femmes très compétentes dans le système bancaire aux Pays-Bas ne peuvent pas aller plus loin. Ce n'est pas le cas en Lettonie parce que nous, évidemment, on a sauté, on a brûlé les étapes dans notre évolution
de sorte que nous avons des femmes présidentes de banques depuis des années. Voilà, dès 1990, une femme présidente. Nous avons eu plusieurs chefs du Parlement national. Nous avons eu une dame déjà comme Premier ministre. Nous avons le complet, c'est-à-dire comme fonction possible. Le pourcentage des femmes au Parlement, par contre, est loin d'atteindre les presque 50% que l'on trouve, par exemple, en Suède. Donc, selon le pays, il y a encore du chemin à faire, mais c'est les femmes qui doivent y participer. Donc, il y a les deux côtés. Il y a d'une part une résistance et des préjugés de la part des hommes qui ne sont pas imaginaires, ils sont là. Mais aussi de la part des femmes pour des raisons diverses, dont naturellement leur mission de mère de famille peut être considérée de leur part comme une raison de ne pas entrer en politique. Mais je vous assure que de plus en plus, ce n'est pas un martyre que pour une femme de partir dans la politique. Et c'est certainement pas au-dessus des forces d'une femme. La première femme maire d'Ottawa, la capitale du Canada, quand on lui dit est-ce que c'est plus difficile d'être maire quand on est maire, M-A-I-R-E, d'une ville, que d'être de sexe masculin. Elle a dit oui, sans doute, très souvent, les femmes, elles doivent travailler 2 fois plus dur. Heureusement que c'est pas difficile. Merci beaucoup.